Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite réaction à l'actualité de la semaine dernière. Vous le savez peut-être, un DA40, un petit avion léger qui faisait Corse vers Cannes, a eu une avarie moteur. N'ayant qu'un seul moteur de 135 chevaux, eh bien, il a dû se ditcher, comme on dit. Il a dû finir dans l'eau, faire un amérissage avec 3 personnes à bord, une instructrice et 2 élèves. Tout le monde va bien, tout le monde a été récupéré, mais surtout ce qui est intéressant avec cette information, qui est un petit peu le cœur de cible de la Société nationale de tout ce qui est secours en mer, la SNSM, et surtout des hélicoptères, que ce soit de la marine ou de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de la sécurité civile, j'espère oublier personne, c'est que pour une fois, ils ont fait décoller un Mirage 2000 de la permanence opérationnelle située à Orange afin de réussir à localiser le plus rapidement possible la position des naufragés. Donc ça a fait un petit peu le tour de la presse à cause de cette mise en œuvre d'avions de combat à des fins de SAR, Search and Rescue, recherche et sauvetage. Et tout le monde avait l'air de découvrir qu'un avion de chasse pouvait aider des personnes en perdition. Il ne faut pas oublier que les PPS, la posture permanente de sécurité, donc qui consiste à avoir 4 plots, 4 endroits en France où vous avez en permanence plusieurs avions de combat armés, prêts à décoller pour la protection, mais également pour l'assistance au-dessus du territoire national. C'est pas que là pour intercepter des méchants terroristes, c'est aussi là pour aider des avions en difficulté. Donc si vous êtes pilote d'aviation légère, qu'un jour vous avez un souci, n'hésitez pas à les contacter. Et si vous êtes sur le point de couler, pareil, n'hésitez pas à les contacter. Donc ça ne viendra pas forcément d'un avion dit de la posture permanente de sécurité, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est la fois où j'ai dû en 2016, en tant que leader d'une patrouille de Rafale, aider un bateau de pêche en perdition à 50 nautiques au large de Ouessant, avec un équipage qui venait d'abandonner le navire. Il a donc fallu le localiser, donner les positions et guider l'hélicoptère de secours, parce que même si l'avion de chasse peut aider à localiser et rassurer les gens à l'eau, il ne va pas pouvoir élitreiller. Ça, c'est la spécialité de nos amis des hélicoptères avec les plongeurs de bord, et j'espère un jour pouvoir faire un reportage là-dessus. Allez, après le jingle, je vous propose qu'on regarde le rapport d'enquête technique du BEA mer sur un événement qui a eu lieu le 26 avril 2016 au large de l'île d'Ouessant. Jingle! Le BEA mer. Et oui, il n'y a pas que le BEA air, il y a aussi des enquêtes pour les autres types de BEA. Et là, nous avons une voie d'eau à bord du Casseyer Sterrenmoor, 26 avril 2016, 50 nautiques au large de Ouessant. Alors, je ne vais pas vous faire trop mal à la tête, j'étais officier de marine, mais bon, ma spécialité, c'est quand même plutôt l'aéronautique. On va regarder un petit peu les faits, le contexte. Basé à Roscoff, dans le Finistère Nord, pas très loin de Landivisiau, le Sterrenmoor est la propriété du patron et de son associé qui ont là chacun la moitié des parts. Ils vont faire de la pêche au casier et ils ont un vivier de 35 mètres cubes qui permet justement de conserver des crustacés vivants. Où est-ce qu'ils pêchent? Ils font des campagnes de 8 à 10 jours au large des côtes anglaises, en Manche ouest et dans le nord Gascogne. Donc si vous posez la question, ces petits bateaux, ça part 8 à 10 jours. Il est là, il date de 89, il est plus jeune que moi du coup. Et il est armé en 2e catégorie de navigation, donc il a le droit de partir jusqu'à 200 000 des côtes. Ça fait plus de 300 km des côtes. C'est pas à côté, hein. 20 mètres de long, c'est quand même pas bien grand, 6 mètres 5 de large et il peut faire du 10 nœuds. C'est pas très très rapide, hein. Au niveau du cloisonnement, vous voyez, on voit bien, il y a un vivier là qui est sur le côté et c'est par là qu'il va se passer des choses. Il a des moyens d'assèchement parce que vous vous doutez bien que de l'eau rentre dans ce vivier et il faut donc nettoyer tout ça. Donc le remplissage du vivier qui est construit en bois, il est assuré avec de la circulation d'eau et vous avez des pompes en fait qui, pour faire simple, peuvent brasser l'eau. Ok, jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il peut emporter? 1000 casiers. 1000 casiers, ça fait 15 tonnes et ça fait 1 tonne de matériel de pêche. Donc bref, il y a des choses à bord. L'équipage, le voyage, le 26 avril, en début de matinée, ils appareillent de Roscoff pour une marée de pêche au casier. Ils doivent pêcher Manche ouest côte britannique. Et là, ils ont une première alarme de montée d'eau qui se déclenche dans l'après-midi alors que le navire est à 50 000 au large de Ouessant.
Depuis en fait certaines réglementations, à bord on a quoi? On a donc un patron, on a un chef mécanicien et on a en tout 6 matelots. On pourrait avoir en fait un patron, un chef mécanicien, 6 matelots. Là, on a un patron et 6 matelots. La fonction de chef mécano n'est pas occupée. Le patron, il a 50 ans. Les matelots, on en a un de 46 ans. Et on a les autres qui, eux, n'ont pas de brevet. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'ils sont donc à 50 nautiques et qu'il y a quand même du vent, je vous rappelle qu'il y avait pas mal de vent, force 6, le navire, eh bien, il a 2 heures de la zone de pêche et là, ils ont la pompe de circulation du vivier qui a été démarrée afin de mettre en pression tout le circuit. Hein, je vous passe un petit peu tous les détails techniques, mais bon, ils font tourner l'eau, ils lancent tout ça. Et là, ils ont du monde qui se repose, un peu de monde en passerelle. Et là, alerte remontée d'eau. Le patron va voir ce qui se passe. À ce moment-là, eh bien, il se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'eau que ce qu'il faudrait au niveau du pont formé avec le plafond de vivier. Donc, pour faire simple, vous avez de la voie d'eau. Donc là, il met en œuvre la pompe électrique immergée et la pompe attelée au moteur principal qui est relié à la cale d'assèchement. Et le niveau continue de monter. Donc, ils n'arrivent pas à résorber en fait cette montée d'eau. Il ordonne alors à tout le monde de mettre les combinaisons d'immersion. Ce sont des combinaisons de couleur très fluo, de mémoire c'était rouge ou orange, et de préférence étanche. Et là, eh bien, il trouve qu'il y a trop d'eau. Il estime qu'il y a 1 mètre au-dessus du faux pont. Et donc là, il fait un mayday sur la VHF Canal 16. Donc la VHF Canal 16, c'est la fréquence radio VHF de tous les bateaux. Et c'est intercepté par le navire de pêche La Fenêtre qui relaie en MFHF. Pourquoi c'est important? Parce que la VHF, Very High Frequency, vous avez une portée qui est plus courte. En MFHF, vous avez des portées qui sont plus longues. Pour parler des sous-marins qui sont très loin, on a même de la Very Low Frequency. Donc la VHF, vous n'allez pas avoir une portée très très loin. Si vous êtes un petit bateau, pour les plus ingénieurs d'entre vous, 1,23 racine de H, eh bien, si vous êtes à 50 nautiques au large d'Ouessant, il n'y a pas grand monde à part d'autres bateaux qui vont vous entendre. D'où le relais en MFHF pour permettre eh bien, aux stations au sol de l'entendre. C'est là où le CROSS, Corsen, donc le centre régional des opérations de secours et de sauvetage, il prend le relais de l'opération de sauvetage. Ils sont au courant qu'il y a un souci, qu'il y a un mayday, qu'il faut les aider et ils vont commencer eh bien, à lancer les opérations de secours. À ce moment-là, l'équipage décide d'abandonner le navire. Ils vont mettre donc un canot de sauvetage à la mer et ils commencent l'évacuation du navire. Les hommes embarquent à tour de rôle. Le patron va stopper la pompe de circulation d'eau du vivier et après il quitte le navire. Il est obligé de se jeter à l'eau avant de pouvoir se hisser à bord du radeau qui s'est éloigné. Ils n'avaient pas gardé de liche. Allez, d'un point de vue chronologique. 14h52, le Cross Corsen reçoit l'appel et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils déroutent vers la position 2 avions de chasse de la Marine nationale en exercice dans le secteur. Great. Maverick and Goose. Et oui, donc qu'est-ce qui se passait au large de la Bretagne à cette heure-là? 14h52, nous avions un créneau entre 14h et 15h pour travailler dans la zone, la D12, qui est située au large de la Bretagne. C'était un gros vol. Moi, j'étais à ce moment-là sous-chef de patrouille, accompagné par un chef de patrouille super-étendard en transformation sur Rafale. Et nous faisions une mission où nous étions des attaquants, nous arrivions du large et nous devions attaquer des cibles situées sur la terre, protégées par d'autres aéronefs. Il y avait pas mal d'avions ce jour-là et parce qu'on avait un rôle plutôt air-sol, nous étions équipés avec des Rafales qui avaient des gros bidons de pétrole. Alors moi j'avais les 2 gros bidons subsoniques, mon équipier avait 2 petits bidons et au final, à cause du profil de vol, on n'avait pas énormément consommé de pétrole. On était parti avec énormément de pétrole et du coup, il en restait. Et là, à 14h52, sur la fréquence Armor avec qui nous étions, eh bien, il y a cette demande, est-ce qu'il y a des avions de chasse disponibles pour aller investiguer un bateau qui coule? Et là, tout de suite, oui, dispo, on est dispo. Moi, je saute sur la fréquence, je dis oui, ma patrouille, on est dispo. Tout de suite, tu regardes un petit peu ton autonomie pétrole. Patrouille, on est dispo, on a tant d'autonomie. Donnez-nous une idée de cap, on y va. Et ça tombe bien parce que puisqu'on était équipé en air-sol, on avait un pod de désignation laser. Moi, j'avais un pod Damoclès et nous avions également des optiques secteurs frontaux, des OSF qui sont des sortes de super caméras. Donc, en même temps, juste après, parce que les avions de chasse c'est sympa, mais ça sauve pas grand monde, ça donne des positions, eh bien, ils décident d'envoyer un NH90, le NH90 de Brest, qui est vraiment spécialisé là-dedans, que je salue et qui sauve des centaines de vies tous les ans.
À bord du NH90, vous allez avoir du pilote, vous allez avoir le treilliste et souvent ils mettent également un médecin à bord, médecins qui sont généralement aussi les médecins qui nous font nos visites médicales quand on est sur la base de l'enveloppe poulmique. Il y a d'autres bateaux de pêche à proximité qui proposent d'aider et également un navire de commerce, je me rappelle, il était gros, celui-là de l'Atlantique, Acutus, qui est à proximité, qui propose bien tout ça de se dérouter pour essayer d'aller aider. 15h11, les avions de chasse de la Marine nationale rendent compte de la position et restent sur zone jusqu'à l'arrivée du NH90. Donc vous voyez, nous a fait une petite vingtaine de minutes. Pourquoi? Parce que tout on est sur des timings entre le moment. Nous, on a dû avoir l'info vers 54, 55. Ensuite, on avait pas mal de distance à faire. Donc au niveau du profil de vol, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, j'ai pris la décision de nous faire monter pour économiser du pétrole, accélérer notre vitesse sol. On monte, on monte, on monte. Et là, on est monté aux alentours des 20 000 pieds. Les conditions météo étaient bonnes. Il y avait du vent, mais les conditions météo étaient bonnes. Et nous avons utilisé nos senseurs pour essayer de voir le plus tôt possible la position du bateau. Nous avons vu en premier le gros navire de commerce qui est en train de manœuvrer pour essayer de se retourner. Ensuite, on a vu des petits bateaux qui essaient de filer vers la position. Et on a réussi à repérer le bateau. Et là, j'ai pris la décision d'organiser ma patrouille de deux, de manière à maintenir, comme on dit, en permanence des senseurs, des capteurs sur le bateau. Moi, à ce moment-là, en tant que leader de patrouille, ma peur, c'est quoi? Ma peur, c'est que l'on perde le canot de sauvetage de vue. Il y a une différence, il y avait beaucoup de mouvements de mer, une différence entre la position du bateau qui était en train apparemment de couler et la position du canot de sauvetage. Vous avez vu, il dérive pas mal. Donc moi, mon objectif, position du canot de sauvetage. Donc dans un premier temps, on va survoler le canot de sauvetage, je vais faire un passage très bas de manière à signaler notre présence, leur montrer que ça a été pris en compte le rappel VHF, mais également à compter le nombre de têtes. Donc à ce moment-là, je suis passé juste à côté du canot, j'ai compté le nombre de têtes, je suis remonté de manière à avoir de la portée radio, et j'ai pu communiquer donc la position précise plus le nombre de têtes à bord. Là maintenant, l'objectif, c'est d'attendre l'arrivée du NH90 qui va mettre un peu de temps à arriver, il va mettre plus d'une demi-heure. Si on regarde les horaires, tac, 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 tac. Vous voyez, l'hélicoptère, il arrive à 15h50, une heure après le Mayday. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien, ils avaient du vent de face. Et moi, je les vois au radar et je me dis, ils sont presque arrivés. Et non, il a fallu encore une demi-heure parce que quand vous faites du 100 nœuds à peu près, 50 nautiques, ça prend une demi-heure tout simplement. Donc, les distances qui nous permettent très courtes en avion de chasse sont forcément plus longues en hélico. Mais bon, c'est le prix et ils sont bien contents d'arriver sur zone après. Donc à ce moment-là, moi j'avais une gestion de pétrole à faire au sein de mon équipe. Et là, donc, on a fait une sorte de double tête d'épingle avec en permanence un avion hot, un avion qui se rapproche du radeau de sauvetage aux alentours des 3 à 5 000 pieds. On s'était ségrégé en altitude, chacun de notre côté, avec un angle différent. Et quand j'étais in, mon équipier était out, donc il s'éloignait, parce qu'on ne peut pas faire du surplace. Et quand je tournais out, juste avant, lui tournait in. Donc on avait en permanence nos senseurs sur le canot, de manière à voir si un homme tombait à la mer, s'il y avait un souci ou autre, et ça nous permettait à deux avions comme ça, bien de travailler de manière coordonnée, in, out, exactement comme ce qu'on fait quand on fait de la combat air patrol, de la surveillance en fait face à une menace aérienne. Bien là, c'était face à des naufragés, donc on a décidé d'utiliser un petit peu nos doctrines, nos tactiques de combat aérien à des fins de survie, à des fins de sauvetage. Ce qui était très intéressant d'un point de vue lead, tout ça, c'est que c'est pas vraiment quelque chose qu'on est habitué à faire, on n'a pas vraiment de texte pour nous guider sur comment le faire. Donc mon équipier était plus qualifié dans la chasse embarquée que moi. C'est moi qui étais leader parce que j'avais plus de qualifications Rafale, mais lui avait une plus grosse expertise, plus gros bagage de combat, plus d'ancienneté dans la boutique. Donc c'est moi le leader de la manip, mais pendant qu'on est en transit, donc je réfléchis un petit peu à mon idée de manœuvre et je vais lui demander, est-ce que toi tu as une idée de manœuvre? Comme ça, on a pu réfléchir ensemble, discuter et essayer d'être le plus efficace possible dans notre gestion du flot. Au bout d'un moment, il n'avait plus de pétrole, donc là je lui ai dit, attends de pétrole, tu me rappelles, et donc là, on a géré le retour sur un profil, comme on aime bien dire, un peu bingo, donc vous allez monter, accélérer pour monter, après créer de l'énergie potentielle de pesanteur, et après planer jusqu'à l'arrivée. Moi je me suis fait un point d'orgue de rester jusqu'à l'hélitroyage de l'hélico, que j'ai pu filmer avec les optiques secteur frontal, avec mes senseurs, et une fois qu'il y a eu le premier hélitroyage de fait, je me dis au revoir les gars, je me suis satellisé, je suis monté assez haut, et après plein réduit, et j'ai fait le planeur quasiment jusqu'à la base de l'Andivisio, où maintenant
Je peux l'avouer, j'étais un tout petit peu en dessous du pétrole prévu, mais rien de grave. 100 kg, en gros, il fallait revenir avec 900 kg, je crois, quelque chose comme ça, et je devais être à 800, mais enfin rien de bien grave, sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait plus aucun avion de Landivision en l'air. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ces images, puisque je me disais, ça va être bien si on a ces images-là, on va pouvoir après les envoyer à la chaîne de commandement et ils vont pouvoir les utiliser à des fins de com ou autres, ou même pour l'assureur avec le bateau qui coule. Au final, le bateau n'a pas coulé. Et oui, c'est ça qui est génial. Le bateau n'a pas coulé parce que avant de quitter, eh bien, comme on disait, le commandant, le patron, il a stoppé la pompe de circulation du vivier. Et je vous mets le lien là du BEA, mais en fait ça venait de la pompe, de cette pompe-là qui posait un souci. Donc en fait, juste avant d'abandonner le navire, il a résolu le problème. Donc le bateau n'a pas coulé. Le bateau a derrière dû être remorqué et le bateau a pu renaviguer. Je crois qu'il a eu des problèmes plus tard, ce bateau. Alors là, vous pouvez voir, il y a tout un compte rendu, on voit tout bien. Donc le point qui est très intéressant dans tout ça, eh bien, c'est que dans l'aviation de chasse, on se prépare pour des missions RR, des missions air-sol, et vous pouvez vous retrouver à faire de l'assistance. Il ne faut pas oublier que l'armée est également là pour aider les citoyens. On est là pour la protection de la République et du citoyen. Donc n'hésitez pas, et si un jour vous avez un souci, vous pouvez voir passer un avion de chasse, n'ayez pas peur, on va guider l'hélicoptère, mais encore une fois, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. Il y a également des avions comme le Falcon 50, comme l'Atlantique 2, qui eux vont pouvoir faire de l'aide, ils vont pouvoir vous envoyer des chaînes SAR, ils vont pouvoir vous envoyer du matériel de survie, mais ce n'est pas encore le cas sur Rafale. Voilà, donc c'est une petite expérience très originale. Derrière, j'ai envoyé toutes les images à la commandanture, comme on dit, et je crois que ça n'a pas été utilisé parce que justement ce sont des images qui sont généralement classifiées. Tout ce qu'on voit avec l'optique secteur frontal ou autre a été pas mal classifié, mais moi je me rappelle avoir passé une grosse demi-heure à essayer de faire les plus belles images possibles, à bouger un petit peu nos positions en fonction de la lumière et tout. Et voilà. Bon. Bah, j'espère que cette petite histoire vraie, 100% vraie, vous a plu. De toute façon, je suis pas là pour vous dire des mensonges. J'espère réussir à interviewer à l'occasion l'instructrice qui s'est ditchée, de manière à essayer d'en extraire des lessons learned pour un amérissage en aviation légère. La marine et la plupart du personnel militaire est préparé à un amérissage grâce à un cours au C100, qui est un centre vraiment d'expertise autour de la survie maritime, auquel tous les pilotes doivent passer, également tous les personnels navigants de la marine, de manière annuelle, de manière à s'assurer qu'on ait les bons réflexes en cas d'amérissage. Et pour la petite histoire, si un jour vous devez finir dans l'eau, et que vous êtes à l'intérieur d'un avion, d'un hélico ou autre, surtout votre Mae West, c'est comme on vous dit dans un avion de ligne, ne la gonflez pas à l'intérieur, attendez de sortir, attendez d'être clair de l'épave avant de pouvoir percuter votre gilet, sinon vous risquez de vous retrouver bloqué à l'intérieur de l'épave. Donc ça c'est très très important. Un autre point qui peut vous être utile, c'est qu'on prend toujours une référence. Au moment où on va taper l'eau, on a une référence, comme ça ça nous permet d'être moins perdu en fait dans la machine. Donc nous on essaye de rentrer avec une référence, connaissant cette référence, de sortir de l'hélicoptère, par exemple quand on est en tranche arrière, de s'éloigner, de pousser l'épave. Une fois qu'on est séparé, on vient chercher la Mae West derrière, on s'assure d'aller tirer au niveau des petits fils là, on tire et ça remonte. Et une fois qu'on est sorti, eh ben, c'est le début de la survie. Et ça, c'est encore une autre histoire. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous voulez vous dépasser et plus, je vous donne rendez-vous du 11 au 15 juillet pour notre séminaire un peu luxe à Osgore. Ça va être top, on a déjà pas mal de candidatures. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. Et sinon, eh bien, nous allons essayer d'organiser des journées, voire des petits week-ends avant, parce que nous avons eu des retours comme quoi 5 jours, eh bien, les gens ne pouvaient pas se rendre disponibles. Donc attendez-vous à la création de formats journaliers ou sur 2 jours. Dans la région de Bordeaux et sur Paris, dans un cas pour, on va dire, du B2C, donc le grand public, mais également dans un cadre plus formation professionnelle. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question, et sinon, eh bien, ça m'a fait très plaisir. Je sais que certains d'entre vous, je vous ai vu en conférence cette semaine, dans le cadre d'intervention en entreprise, de webinaire ou de workshop, donc je vous salue, ils se reconnaîtront, et pour un nouveau follower, eh bien, bienvenue à bord. Allez, fly safe.